À l'occasion de l'exposition Luxe de poche au musée Cognac G à Paris, le musée du parfum Fragonard a prêté plusieurs objets de parfumerie. Des flacons, bien sûr, mais également de petits objets aujourd'hui disparus de notre quotidien, tels que boîtes à mouches, pommadaires, nécessaires, ou encore flacons bonbonnières. Tout un art de vivre méconnu, mais également un art olfactif étonnant. Initiatrice de la chaire de professeur junior olfaction à l'université Grenoble-Alpes et historienne spécialiste des odeurs au XVIIIe et XIXe siècle, Erika Vicky nous fait l'honneur d'une conférence au musée pour nous transmettre les clés de compréhension de la culture olfactive du siècle des Lumières. Comment se parfumait-on ? Quels étaient donc les usages et les matières premières utilisées ? Pourquoi les métiers de parfumeur et confiseur étaient si proches ? Nous saurons tout des parfums du XVIIIe. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Erika. Bonsoir Charlotte. Je suis ravie de vous accueillir dans les murs du musée Cognac G. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand on visite des expositions d'art décoratif, comme l'exposition Luxe de poche, on n'a pas les odeurs. On a les matières, qui souvent sont très belles, surtout au XVIIIe, mais on n'a pas les odeurs et surtout, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on sentait à l'époque et comment on se parfumait. Donc, j'ai fait appel à Erika, que je suis ravie de rencontrer pour la première fois ce soir. Et nous allons essayer de faire une conférence ensemble autour de ces questions. Erika Vicky est donc à l'initiative de la chaire d'olfaction à Grenoble, à l'université de Grenoble-Alpes, et elle travaille au sein du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Tu t'es spécialisée ces dernières années autour de l'olfaction, mais au départ, ce n'était pas la spécialité, c'était plutôt l'histoire de l'art. Et en ce moment, tes recherches parcourent surtout justement le patrimoine sensoriel et tout ce qui va avoir un lien avec l'olfaction et les beaux-arts, donc la peinture notamment, les vernis, mais ça, je crois qu'on va en reparler plus tard dans la conférence. Absolument. Donc ma première question, c'est justement au XVIIIe siècle, quel est le patrimoine olfactif de l'époque, quelle est la culture olfactive de l'époque et comment se parfume-t-on ? C'est une question extrêmement vaste. Peut-être avant de proposer des éléments de réponse, j'aimerais revenir sur cette notion de culture olfactive en fait. De quoi on parle quand on parle de culture olfactive ? Eh bien, il s'agit d'une approche qui consiste à se pencher sur un certain nombre de sources historiques qu'on va réunir et confronter ensemble et qui concernent tout ce qui relève de l'olfactif. Et là, ça peut être des choses extrêmement diverses. On va parler de nuisances olfactives, de ces gens qui portent plainte parce que leurs voisins déversent des poubelles dans les rues. On peut aussi parler de l'histoire du parfum, comme on le fera tout à l'heure, de ces objets utilisés pour parfumer, des différentes pratiques concernant le lavage du linge, par exemple, ou encore du discours médical sur l'olfaction, voire carrément des métaphores privilégié dans la poésie d'une époque pour aborder l'olfaction. Et toutes ces choses-là, ce corpus qui semble extrêmement hétéroclite et hétérogène, permet de construire ensemble un peu le paysage, une réflexion générale sur ce que pouvait être l'olfaction, ce que pouvait signifier l'olfaction à une période donnée. En l'occurrence, on va parler aujourd'hui du XVIIIe siècle. Donc pour cette raison, c'est un peu effectivement difficile de décrire la culture olfactive du XVIIIe siècle en général. D'autant plus que cette approche-là, et c'est ce qui me semble intéressant avec cette notion de culture olfactive, consiste à articuler les deux acceptions du terme culture. La culture, c'est la culture d'une région du monde, d'une société. Donc c'est l'ensemble de valeurs propres à une société d'une part. Donc il y a cette culture olfactive qui a un sens plutôt anthropologique. Et puis il y a un autre sens peut-être plus courant, surtout pour des amateurs de conférences organisées dans des musées comme vous, qui est l'ensemble des productions culturelles, c'est-à-dire intellectuelles et artistiques d'une société. Et si on articule les deux, on arrive à avoir beaucoup d'informations sur les conceptions liées à l'olfaction à une certaine période. En ce qui concerne le XVIIIe siècle, donc il y a évidemment, on va pouvoir développer ça en abordant ces objets-là. Il y a évidemment plein de choses très caractéristiques qui sont très différentes en fonction des milieux sociaux, des milieux ruraux ou urbains, en fonction de beaucoup d'éléments. Mais il me semble que aborder ces questions-là par les objets peut être particulièrement pertinent. Parce que les objets, au fond, nous renseignent quand on les regarde, quand on essaie d'imaginer la façon dont ils étaient utilisés, le rôle qu'ils avaient dans ces sociétés-là, la place qu'ils avaient dans la vie quotidienne. Ils nous renseignent sur la façon dont on se parfumait. Et cette façon
de se parfumer est assez fondamental dans le rapport que l'on entretient aux odeurs. C'est pas du tout la même chose, vous êtes d'accord? D'utiliser un savon qu'on aime bien pour se laver les mains, de se vaporiser du parfum ou de déposer un pot pourri sur une étagère. Ce sont 3 rapports complètement différents au parfum. D'une part, parce que la distance et l'imprégnation est particulière pour chaque méthode de parfumage, mais aussi parce que le sillage, le type de parfum, la nature des odeurs convoquées est extrêmement différente. Au XVIIIe siècle, il y avait énormément de pratiques consistant justement à parfumer les intérieurs. Alors évidemment, j'ai parlé des pots pourris. Je sais qu'il y en a ici de magnifiques au musée Cognac-G. Il y en a aussi de très beaux au musée Fragonard. Donc je vous disais que parfois ces objets leurs usages sont un peu mystérieux. Et effectivement, il y a souvent dans les collections des objets comme ça qui servent à brûler du parfum. Alors on sait que dans les recettes que l'on trouve, dans les traités, etc., il est indiqué qu'il existait beaucoup de pastilles parfumées à brûler, mais je me demande, moi, dans quelle mesure on faisait vraiment brûler des parfums dans les intérieurs au XVIIIe siècle. Ça reste un peu mystérieux à mon avis. Je vous ai amené un extrait de cette encyclopédie méthodique qui me semble tout à fait révélatrice de l'ensemble des pratiques qui concernaient le métier de parfumeur. Il est écrit: le parfumeur est à la fois fabricant et marchand. Donc déjà, ça commence. Il fait et vend toutes sortes de parfums, de la poudre pour les cheveux, des savonnettes, de la pâte pour les mains, des pommades, des eaux de senteur, des essences, des pastilles, des sachets odorants, des pots pourris, des cosmétiques, du fard, du rouge, des mouches, etc. Il a aussi le droit de vendre et de faire toutes sortes de gants et mitaines composés de toutes espèces de peau et cuir qui peuvent commodément s'employer. Vous voyez, la liste est très très longue et elle inclut notamment ces fameux gants de cuir parfumés qui étaient si chers au XIXe siècle. Vous remarquez donc qu'on dépasse très largement le cadre de la toilette auquel on a tendance, un peu dans nos imaginaires contemporains, à cantonner les pratiques de la parfumerie. Justement, la question est de savoir, est-ce que tout le monde se parfume au XVIIIe siècle ou est-ce que c'est uniquement réservé à la noblesse? Parce que les objets qui sont présentés dans l'exposition Luxe de poche, évidemment, sont des objets extrêmement luxueux. Mais est-ce que d'autres classes sociales se parfument également? Oui, ces objets-là sont absolument merveilleux. Effectivement, ils étaient réservés à une élite sociale très marquée et c'est aussi pour ça qu'on les a toujours. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre quand on fait des recherches historiques, c'est que ce qui est le mieux documenté, c'est la culture des élites, de loin. On a des registres concernant les parfums à la cour de France, etc. Mais on connaît évidemment beaucoup moins bien les pratiques de la petite bourgeoisie et encore moins bien les pratiques alors des ouvriers, des ouvrières, mais aussi les pratiques qu'il y a dans les milieux ruraux. Donc c'est assez difficile de retracer cette histoire-là. Alors on sait que dans la mesure où le XVIIIe siècle correspond à une période d'industrialisation de la production des parfums, il y a forcément une très relative, mais tout de même une certaine démocratisation qui s'installe. Si on regarde des registres comptables. Par exemple, là, c'est l'année 1778 d'Aubigan qui sont conservés aux Archives nationales. On voit que l'ampleur, quand même, le nombre des clients et leur statut dans l'aristocratie était extrêmement diversifié. Donc, il y a quand même pas mal de gens, parmi la grande bourgeoisie aussi, qui se procuraient des parfums chez lui. Donc, du coup, on a une idée de l'ampleur du commerce de la parfumerie chez ce grand parfumeur. Après, il y avait des pratiques dont on sait qu'elles étaient beaucoup moins réservées à des personnes aisées et on sait que certaines personnes commercialisaient un peu sous le manteau autour des lieux publics des parfums que l'on pouvait acheter comme ça à moindre coût. Et aussi, il suffit d'observer encore aujourd'hui les pratiques quotidiennes qui consistent par exemple à mettre des sachets de lavande dans ses draps pour se dire que c'était des pratiques qui devaient exister très certainement en milieu rural. Et dans tous les pays où je suis allée, je me suis amusée à me renseigner sur ces pratiques-là et on parfume le linge partout dans le monde, quel que soit son milieu social. Donc on peut imaginer que c'était des pratiques qui avaient déjà cours, quel que soit le milieu au XVIIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, comme d'ailleurs maintenant, tout le monde se parfume. Dans les discours, l'orgueil, la coquetterie, pour des raisons religieuses, etc., est souvent critiqué. Donc le rapport au parfum est souvent ambigu. Au XVIIIe siècle déjà, et c'est très présent aussi dans les discours au XIXe siècle, on reproche aux hommes
de trop utiliser de parfum. Et une des satires préférées des Britanniques à l'égard des Français, c'est ils se parfument tellement que bientôt ils vont nous envoyer des boulets avec de la poudre à canon parfumée. Et on retrouve, justement là c'est un flacon. Alors on avait un pomander au début, là c'est un flacon. 18e siècle, il y a aussi l'apparition de l'alambic qui va se répandre et se développer pour l'extraction de toutes les huiles essentielles. Donc ça c'est un moment important en parfumerie puisqu'on arrive à extraire par exemple l'huile essentielle de lavande, etc. Qui apporte de nouvelles matières qui permettent d'être mélangés de façon plus fluide. Et dans un flacon, ça va donner naissance aussi justement à cette évolution de fabrication, donne naissance aussi à une multiplication des flacons par rapport aux autres objets plus... On retient beaucoup dans l'histoire du XVIIIe siècle l'avènement d'une parfumerie qui devient liquide. En fait. Et c'est vrai que on voit bien que un pomander comme ça fonctionne avec des pâtes, des onguents, des matières solides que l'on doit faire figurer à l'intérieur. Et effectivement, et c'est très très sensible dans ces publicités-là, qui viennent encore une fois des papiers Houbigant, de plus en plus, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, les parfumeurs se présentent comme des parfumeurs distillateurs. Et alors là, chez Houbigant, c'est formidable, il n'y a pas d'ouvriers, il y a juste des poutiers qui travaillent comme ça à produire des parfums. Mais de manière générale, l'industrialisation entraîne aussi un certain progrès technique, des développements techniques et une amélioration à la fois de la qualité des huiles essentielles et de la rapidité, du rendement, de l'efficacité des techniques développées à cette époque-là. Indépendamment des préoccupations que l'on pouvait avoir concernant la conservation du parfum, qui n'était pas du tout apparemment un enjeu à cette époque-là, bien que ça le soit énormément maintenant. On se souciait pas tant de la façon dont un parfum pouvait se conserver dans un flacon en métal, je suis pas sûre, mais voilà, on avait énormément de flacons dont on peut supposer qu'ils étaient utilisés donc en débouchant le flacon de manière à sentir le contenu en fait, ou à en verser dans un mouchoir, etc. Il y a toutes sortes de gestes qui peuvent être associés à l'usage de ces flacons-là. Le problème du flacon, je ne sais pas si quelqu'un a un flacon dans son sac à main, mais en général, le problème du flacon, c'est qu'il coule. Et très certainement, les flacons devaient couler au XVIIIe siècle parce qu'ils coulaient vraiment encore beaucoup au XIXe siècle et parce qu'ils coulent encore aujourd'hui. Cette question de l'étanchéité et de la portabilité finalement du parfum est assez fondamentale dans le rapport que les arts décoratifs entretiennent avec l'industrie du parfum. Et je trouve ça vraiment amusant de se rendre compte qu'il y a des problèmes qui perdurent à travers les siècles. En fait, ça coule. Et je voulais aussi revenir sur cet objet-là qui est présenté dans le contexte de l'exposition et qui est absolument magnifique, qui est une châtelaine et qui permettait très certainement, je crois, d'attacher des objets odorants, des petits objets sûrement parfumés, des vinaigrettes ou des flacons de parfum comme celui-ci qui vient de la manufacture Wedgwood et sur lequel on peut identifier un petit objet pour accrocher, un petit anneau pour accrocher le flacon et pour l'avoir toujours sur soi à la manière d'un pomander, bien qu'il s'agisse de parfums liquides. Est-ce que ça inaugure de nouveaux usages aussi du parfum, ces objets un peu différents? Est-ce que c'est une apparition où ça existait déjà, justement? C'est une reprise de ce qui se faisait avant, ou est-ce que le XVIIIe siècle est aussi le signe d'un siècle où évoluent les usages de la parfumerie? Alors très certainement, oui, il y a sûrement des évolutions, de nouveaux gestes notamment, parce que quand on regarde, ça c'est très typique des objets du XVIIIe siècle, on en a vu beaucoup tout à l'heure au musée Fragonard, il y en a aussi dans l'exposition ici. Quand on regarde ces petits nécessaires qui sont présentés avec 2 ou 4 petits flacons de verre et un entonnoir, on se dit, oula, j'aurais du mal moi-même à déverser du parfum, donc on l'imagine contenu dans une bouteille un peu plus grande, dans un entonnoir et ensuite dans ces petits flacons. Alors justement, j'ai pas la réponse, je ne sais pas, parce que j'ai pas trouvé dans les sources du XVIIIe siècle quel usage pouvait être fait de ces flacons les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, comment les senteurs étaient réparties? Est-ce qu'il s'agissait tout simplement d'avoir avec soi 2 parfums différents pour le plaisir d'avoir 2 parfums différents, c'est fort possible, ou 4. Est-ce qu'on les mélangeait ensemble? Comment on utilisait cet entonnoir? Je n'ai pas de réponse précise, mais je trouve assez fascinant cet objet-là, et surtout d'imaginer le soin que ça nécessitait, le développement de nouveaux gestes, de nouvelles pratiques, etc. À mon avis, on devait mettre ça dans son mouchoir. Et le linge, de manière générale, au XVIIIe siècle, notamment dans les pratiques d'hygiène, etc., a souvent un rôle de médiateur
On ne devait pas s'asperger ou mettre directement sur la peau. Souvent, on passait par un linge, qu'il s'agisse de nettoyer, de se nettoyer ça, de nettoyer un vêtement ou de parfumer. En général, il y avait une médiation de ce type-là par le tissu, un tissu déjà propre, déjà sale ou autre. On peut imaginer que c'était au changement de toilette également. C'est fort possible. Qu'on changeait également de se parfum. Rafraîchir. C'est fort possible, oui. Mais comme on disait, les pratiques olfactives étaient tellement diversifiées que je pense qu'on ne voyait pas vraiment, à mon avis, d'inconvénient à avoir un extrait de rose sur son mouchoir et à avoir de la poudre à la maréchale sur sa perruque. Pourquoi pas ? En fait, les mélanges n'étaient pas, que je sache, proscrits comme ils le deviennent dans la deuxième moitié du 19e siècle, où au contraire, il faut qu'il y ait une cohérence olfactive entre les différentes pratiques. À cette époque-là, c'était pas, je pense, vraiment un problème. Je voulais quand même souligner une chose, c'est que j'ai déjà insisté là-dessus, mais il faut vraiment le geste de vaporiser, je crois, est devenu, à partir des années 1880, un réflexe automatique. Quand on envisage l'usage du parfum, évidemment, les vaporisateurs n'existaient pas au XVIIIe siècle, mais on y était déjà presque, puisque un certain Venturi a présenté dans les années 1780 à l'Académie des sciences un procédé, donc c'est un scientifique, un physicien italien, il a présenté une observation concernant une règle de la mécanique des fluides assez fascinante, selon laquelle si on envoie perpendiculairement à un tube un flux d'air, et qu'il y a de l'eau dans le tube, alors ça crée une sorte de dépression qui fait que l'eau contenue dans le tube sort du tube sous forme de gouttelettes. Est-ce qu'on pourrait aborder un peu les odeurs ? Alors, qu'est-ce qu'on sent au XVIIIe siècle ? Quelles sont les matières premières un peu fétiches qui vont être utilisées dans les parfums ? Est-ce qu'on a une idée de ces odeurs ? On a retenu d'évoquer cette question-là, tu as bien raison, au XVIIIe siècle, parce que ce qu'on a retenu du XVIIIe siècle, dans l'histoire de la parfumerie, c'est un changement radical de la nature des goûts à l'époque, qui serait passé d'une passion pour des parfums plus lourds, pour des senteurs souvent très animales, vers des parfums floraux et plus légers, plutôt des parfums floraux. Oui, parce qu'il y a cette idée qu'on a parlé de la civette, justement, dans le pomander, toutes les matières odorantes qui sont souvent très très fortes, très tenaces, très puissantes, très capiteuses, et qu'on serait passé de ces odeurs-là à des odeurs beaucoup plus légères. Alors, beaucoup d'historiens, dont Alain Corbin, que beaucoup d'entre vous connaissent, ont parlé d'une véritable révolution olfactive autour d'une sensibilité accrue à partir du milieu du XVIIIe siècle aux odeurs, de sorte que on n'aurait plus supporté les odeurs trop fortes, trop lourdes, etc. Un autre type de récit de l'histoire du parfum met en scène un changement de goût autour de la personnalité de Marie-Antoinette, qui aurait allégé les parfums de même qu'elle a allégé le poids des vêtements en ne portant plus des brocarts mais plutôt des mousselines de soie. Donc cette façon d'imaginer l'histoire du parfum est très liée aussi à celle de la mode. Alors c'est un peu anachronique. Évidemment, les goûts en matière de parfum, comme dans de nombreux domaines, évoluent assez lentement et on peut pas déterminer une cause précise. Et je voulais quand même souligner que il faut se méfier des récits a posteriori qui ont été faits par un 19e siècle dont les parfumeurs et dont l'industrie de la parfumerie a vraiment misé sur le 18e siècle fantasmé et absolument charmant, non pas pour vendre ses macarons, mais pour vendre ses parfums. Je vous donne 2 exemples de publicité, dont une en chromolithographie des années 1890, qui montre bien comment le 19e siècle s'est réapproprié l'imaginaire du 18e siècle, et à travers sa publicité et à travers les nombreux traités de parfumerie qui, au 19e siècle, incluaient une part historique, ont eu tendance à réécrire une histoire de la parfumerie qui leur convenait et qui les plaçait, qui leur fournissait un ancrage historique plutôt flatteur, aristocratique, etc. Donc, encore une fois, sur ces récits de l'histoire du parfum au XVIIIe siècle, je pense qu'il faut être prudent, mais de toute évidence, il y a eu effectivement une désaffection, au moins dans les discours, des usages des matières animales que l'on peut voir apparaître dans justement l'évolution des traités, entre celui-ci, donc un traité du XVIIe siècle, où il y a très peu de fleurs, ou cet ouvrage de Sir Montbard, dont le frontispice décrit le métier du parfumeur en
situant dès le premier plan la pratique du métier de parfumeur comme l'extraction de matières avant tout animales, vers d'autres pratiques du parfum, et en particulier ce parfumeur Farjon, dont l'historienne du parfum Eugénie Briot a bien remarqué que celui-ci avait noté dès 1801 une certaine désaffection pour le musc. Alors je vous lis la citation si elle n'est pas accessible pour vous. Au sujet des eaux d'ange, voici ce qu'il explique. Prenez de la racine d'iris de Florence, du benjoin choisi, du styrax, du bois de rose, du santal citrin, de la fleur de benjoin, du calamus aromaticus. Pour se conformer en tout, au goût d'aujourd'hui, il faut supprimer totalement le musc et ne mettre que quelques gouttes de quintessence d'ambre, etc. Donc vous voyez déjà, en 1801, dans un traité qui clairement rend compte de pratiques de parfumerie antérieures, parce qu'en fait, Farjon a cessé de pratiquer en 1801, comme il rend compte justement de cette désaffection à l'égard du musc. En fait, pour revenir à cette question du musc, je voulais signaler une pratique qui me semble assez intéressante, bien qu'elle soit historiquement très datée, très ponctuelle, bien qu'elle a été très souvent décrite au XIXe siècle, mais il n'y avait pas énormément de personnes qui se livraient à cela au XVIIIe siècle. Mais il y a eu un petit groupe qu'on a appelé les muscadins, sous le Directoire au XVIIIe siècle, qui ont montré leur opposition politique à la Révolution française à travers une attitude, des costumes comme celui-ci que vous pouvez voir, qui affirmaient leur volonté de retourner à l'Ancien Régime. Des pratiques violentes, ils avaient des cannes, toutes sortes de costumes, et en particulier, ils avaient une pratique qui leur a donné ce surnom de muscadin, qui consistait à manger, à sucer des bonbons, en fait, parfumés au musc, dont on disait qu'ils noircissaient les dents, etc. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai évidemment, malheureusement, pas pu essayer, mais ils consommaient ces bonbons-là qui leur donnaient, de toute évidence, une haleine Ancien Régime. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire que le conservatisme politique ou la réaction politique peut s'exprimer aussi à travers l'usage d'un parfum. En fait, il y a toutes sortes de possibilités dans le poids donné à la pratique et à la consommation de parfums. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée quand on avait commencé nos discussions sur cette conférence. C'est dans l'exposition Luxe de Poche, vous avez dû remarquer, il y a énormément de petites boîtes et de bonbonnières. Et on a justement dans nos collections, on les a vus tout à l'heure ensemble, des flacons et qui avait une consommation de ces bonbons parfumés très importante, d'où la présence de ces boîtes, de ces magnifiques petites boîtes à bonbons. Oui, déjà, c'était un prétexte de plus extraordinaire pour avoir un très bel objet à transporter avec soi. Et aussi, c'est assez fascinant, le rapport entre confiserie et parfumerie est extrêmement étroit, de même que le rapport entre confiserie, parfumerie et création de liqueurs. Et tout cela, de toute évidence, procède de la même volonté, en fait, du même désir de concentrer et de garder pour tout l'hiver le plaisir des senteurs et des arômes des fruits d'été. Et on peut remarquer, donc, si vous regardez dès la première page des traités techniques, qu'il y a des associations opérées entre les différentes pratiques. Alors, par exemple, ici, La chimie du goût et de l'odorat est un ouvrage de référence absolument fantastique de Poncelet, justement, qui met en scène la fabrication de liqueurs, ou ici, vous voyez le confiseur moderne, ou l'art du confiseur et du distillateur. Donc déjà, ça vous rappelle quelque chose, on revient au parfumeur distillateur, et il explique les procédés généraux de quelques arts qui s'y rapportent, particulièrement du parfumeur et du limonadier. Donc vous voyez, on reste un peu dans la même famille de pratiques. Et si vous regardez dans les traités de parfumerie, en fait, parfois, vous avez une recette d'un parfum, puis sa version sous forme de bonbons, puis sa version sous forme de pastilles à brûler. Et donc il y avait vraiment toutes sortes de possibilités. Et c'est vraiment frappant de constater, alors qu'on répète à longueur de temps que l'invention du parfum gourmand date des années 1990, qu'en fait, on pouvait manger des bonbons qui avaient exactement le même parfum que le parfum qu'on pouvait porter par ailleurs. Donc ça s'incarne vraiment, ce rapport entre confiserie et parfumerie s'incarne dans ces objets absolument superbes qui sont tout petits, vraiment plus petits que le gobelet. À peine haut comme ça,
et qui permettent donc de ranger des bonbons dans la partie inférieure et de faire le entrer petit du parfum oiseau liquide. en fait qui est au sommet, c'est le bouchon du flacon. Ouais, c'est superbe. Il y a une autre chose aussi que je voulais signaler par rapport à ces pratiques consistant à parfumer tout et n'importe quoi. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est le tabac. On parfumait. Le tabac, je ne sais pas si je vous ai fait figurer. Non, il y a plusieurs traités donc de parfumerie dans lesquels on trouve des recettes sur comment parfumer le tabac en poudre, donc le tabac à priser. Ça consiste notamment à le nettoyer dans un premier temps avec des eaux florales, puis ajouter des écorces, etc., toutes sortes de produits pour parfumer le tabac. Ce dont le parfumeur britannique du XVIIe siècle, Lillis, était déjà un expert apparemment à l'époque, et c'est une pratique qui s'est encore développée beaucoup par la suite. Le tabac continue d'être parfumé. Alors aujourd'hui, c'est les arômes qui sont ajoutés dans le tabac, c'est comme un parfum. Ceux qui sont toxiques, c'est ça. Oui, tout est toxique. Oui, c'est vrai. Je voulais parler du tabac parce que ça me permet d'aborder quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui est le sujet du livre que je me suis promis de terminer en 2024. Donc vous voyez, il me reste plus beaucoup de temps sur l'odeur des matériaux. Alors vous allez me dire quel rapport avec le tabac ? Eh bien, vous avez vu plein de tabatières dans cette exposition. Il y en avait énormément. On adorait ça au XVIIIe siècle. C'était une pratique extrêmement répandue. Et une des questions qui se posait beaucoup par rapport à la présentation et l'usage de ces tabatières, c'est celle du vernis Martin. On affectionnait particulièrement ces boîtes qui étaient peintes, puis recouvertes d'un vernis, développé donc par les frères Martin et qui avaient l'extraordinaire avantage de reproduire presque à l'identique ce qui était absolument inabordable à l'époque, qui étaient les laques chinoises. Ces objets qui étaient absolument fascinants, évidemment, on voulait les avoir avec soi, on voulait les avoir dans sa main et on voulait les remplir de tabac. Le problème, c'est que ces objets-là puaient de façon absolument épouvantable parce que les vernis des vernis Martin étaient composés de résine végétale qui étaient fondues, cuites, recuites, etc. Il y avait différentes couches de vernis qui mettaient un temps absolument incroyable à sécher, de telle sorte qu'on devait finalement ostraciser les jolies boîtes en vernis Martin pendant très longtemps pour ne pas avoir les mains imprégnées de ces senteurs-là. Et d'ailleurs, le fabricant de vernis Vatin a été très critiqué pour avoir proposé un vernis qui était trop malodorant pour les éventails des dames, qui s'empoisonnaient en les tenant. Et donc, pour que ces boîtes-là puissent être tenues à la fois et pour qu'elles ne contaminent pas l'odeur du tabac. Et c'est autour du tabac que la question de l'odeur des vernis Martin s'est le plus exprimée. Mais c'est une question qui est vraiment récurrente au XVIIIe siècle. Parce que nous, quand on s'imagine ce que ça pouvait sentir au XVIIIe siècle, on est tout de suite obsédé par les questions d'hygiène. Mais en fait, les gens de l'époque avaient d'autres problèmes. Et la question de l'odeur des matériaux était un de ces problèmes. Alors là, j'ai une description de l'odeur du vernis, mais si vous pouvez me croire, ça sent de toute évidence. D'après les goûts de l'époque, ça sentait mauvais. Et comme c'est bergamote. Et alors là, ça, c'est une question majeure. On ne sait pas, parce que on en voit aujourd'hui dans la vitrine, mais même si on pouvait les approcher, on ne saurait pas ce que ça sent. Mais qu'est-ce que ça pouvait sentir, la bergamote ? Une écorce de ce fruit qu'on va pouvoir sentir et qui est un peu un de mes préférés. Une écorce de ce fruit absolument merveilleux, dont le zeste contenait beaucoup d'essence, aurait dû sentir merveilleusement bon. Mais l'écorce, une fois retournée et moulée pour faire ces belles boîtes, était ensuite peinte et vernie. Donc, est-ce que ça compensait ? Est-ce que voilà, c'est assez difficile d'imaginer quelle pouvait être l'odeur transmise par la boîte à ce qu'elle contenait. Je ne sais pas du tout. C'est un objet typiquement 18e qui se retrouve beaucoup à Grasse, parce que à Grasse, on a beaucoup de bergamotes, donc d'agrumes qui poussent, mais notamment les bergamotes, le bigaradier, l'orange amer. Et c'est des écorces très dures avec lesquelles on fait à la fois que vous êtes en train de sentir, puisque ça, c'est une expression à froid de l'écorce, et ces objets charmants dont le savoir-faire a été entièrement perdu, malheureusement. Voilà. Comme beaucoup de savoir-faire, mais... On peut essayer de lancer un atelier si vous êtes d'accord au musée. Là, on voit pas trop l'intérieur, mais quand on ouvre ces boîtes, ce sont des boîtes galantes, souvent avec des petits messages, des représentations très galantes de cadeaux, certainement, j'imagine. Et quand on ouvre ces boîtes, on voit bien le dessin des écorces. C'est un peu comme de la marqueterie d'écorces. Pressé, moulé. Alors il y a des formes qui sont des fois même on voit le petit chien, je crois. Ouais,
ou un petit chien sur la gauche. Donc il peut y avoir des formes même très originales, des santons, des personnages. C'est pas que des cœurs, des ronds et des boîtes. Voilà. Avant le XVIIIe siècle, tu as parlé des parfumeurs distillateurs, des parfumeurs confiseurs. Avant le XVIIIe siècle, on a aussi les parfumeurs apothicaires. C'est-à-dire une pérosité entre ces deux métiers, ces deux professions, et notamment parce qu'il y avait cette croyance, le pomander en est la représentation, à mon avis, la plus évidente, que l'odeur, une bonne odeur, te protégeait des miasmes et des maladies. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, cela perdure, cette croyance que les odeurs peuvent aussi être un moyen d'aromathérapie, en tous les cas, thérapeutique? Mais je pense qu'en utilisant le terme aromathérapie, tu montres bien que c'est toujours une conviction qu'on a quand même que les odeurs, ça fait du bien, d'une certaine manière. Surtout la bergamote. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ces usages médicaux du parfum ont toujours existé. Et c'est intéressant de voir qu'au XIXe siècle, au moment où il a fallu vraiment trancher, justement pour des raisons juridiques, entre une définition d'une certaine substance comme produit pharmaceutique ou comme produit de la parfumerie, il y a eu une distribution qui s'est faite. Et justement, je remarquais récemment que à Grenoble, où j'habite depuis 1 an, donc désormais, où on mange beaucoup de fondue savoyarde, j'ai appris que l'eau de mélisse faisait partie de ces eaux qui, contrairement à beaucoup d'autres eaux, comme l'eau de Cologne par exemple, n'a pas été considérée comme un parfum, mais bien comme un produit thérapeutique. Il y a une sorte de distribution qui s'est faite à la fin du XVIIIe siècle parmi ces très nombreuses eaux qu'on utilisait à des fins prophylactiques, thérapeutiques, etc. Du point de vue des objets donc, qui nous intéressent aujourd'hui, il y a 2 objets qui sont particulièrement significatifs de ce rapport que l'on avait à l'olfaction comme élément qui permettait de guérir. C'est l'existence des vinaigrettes qui étaient... Là, il y a une très jolie jambe avec une petite mouche qui permettait donc de respirer l'odeur d'un vinaigre. Donc l'odeur d'un vinaigre, c'est assez revigorant. Ça permettait donc en ouvrant le bouchon à travers une petite grille de sentir l'odeur d'un vinaigre pour se réveiller un peu et pour retrouver de l'énergie après ce que l'on appelait au XVIIIe siècle, ce qu'on avait nommé avec une expression très très vague et très floue, des vapeurs, c'est-à-dire une affection nerveuse que l'on avait du mal à définir à l'époque et qui me semble s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'on définira de façon plus hostile peut-être au XIXe siècle par l'hystérie en fait. Mais bon, dans les 2 cas, ce sont des choses qui n'existent pas, mais ce sont des affections nerveuses que l'on désignait de cette manière-là. À part la vinaigrette, il y a aussi le fameux flacon de sel dont tout le monde parle. Alors, on a beaucoup dit que les femmes avaient des malaises à cause de leur corset. C'est fort probable. Pour en avoir porté 1 heure dans le cadre d'une expérience de reconstruction historique, je veux bien croire qu'on s'évanouisse facilement à cause de ça. Les flacons de sel, on parle de carbonate d'ammonium. C'est quand même un produit extrêmement fort. Et alors, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait ma formation au Canada. Et récemment, une de mes collègues m'a envoyé un article de journal au sujet d'un scandale canadien. Alors, purement canadien pour le coup concernant le carbonate d'ammonium, puisque on est encore en train de se demander au Canada si on doit ou non interdire aux gens qui font du hockey sur glace de respirer du carbonate d'ammonium pendant leur pause pour se redonner de l'énergie. Et on envisage donc au Canada à l'heure actuelle, et le hockey sur glace, je ne sais pas si vous connaissez ce sport, mais c'est assez violent, on envisage de le présenter comme un produit dopant, tellement l'effet physique suscité par le fait de respirer du carbonate d'ammonium est fort et important. Donc, il faut pas se figurer que respirer des flacons de sel, c'est la même chose que de sentir un peu de lavande quand on se sent pas bien, quoi. C'était vraiment quelque chose de terrible et la simple allusion à l'ammoniac nous rappelle bien qu'il s'agissait vraiment de quelque chose de très fort. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop endormi et que vous n'avez pas besoin de respirer vos sels pour pouvoir rentrer chez vous. Merci beaucoup, Erika. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr à partager le podcast.